Madame, Monsieur, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle émission. Elle aura pour thème le présent et l'avenir de la ville de Salé. Et pour parler de cette ville et de son développement, j'ai le plaisir à recevoir Monsieur Omar Sentissi, maire de Salé, président du conseil communal de Salé. Monsieur Sentissi, bienvenue et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup de me recevoir. Monsieur Sentissi, avant d'entamer cet échange, permettez-moi de vous présenter à nos chers téléspectateurs qui sont de plus en plus nombreux et je les remercie pour leur fidélité et leur engagement. Monsieur Sentissi, vous avez fait une formation en gestion d'entreprise. Vous avez géré une entreprise privée de construction, vous avez fait de la promotion immobilière par la suite et depuis quelques années, vous êtes le président de la Fédération marocaine des centres de contrôle technique. Tout à fait. Et de ce fait, à ce titre, vous êtes membre du conseil d'administration de l'ANARSA, qui est l'Agence nationale de la sécurité routière. Et par rapport aux mandats politiques nationaux et locaux, vous avez été plusieurs fois député dans plusieurs législations et par rapport aux mandats locaux, vous avez été président de la Chambre de commerce et d'industrie des services de Rabat-Salé, n'est-ce pas? Vous avez été adjoint au maire, maire d'arrondissement, vice-président du conseil régional, conseiller de la ville, pour finir, vous avez gravi les échelons, et pour finir, maire de Salé. Monsieur Sentissi, j'ai envie de commencer par cette première question. Salé, ville millénaire, ville d'histoire, ville connue de par le monde pendant plusieurs siècles, par son commerce, par ses échanges commerciaux, par les échanges économiques qu'elle avait avec le monde entier, mais qui a connu aussi son vrai déclin à partir du début du XXe siècle, à telle enseigne que Salé a pris cette appellation, fâcheuse appellation, moi je dirais, de ville dortoir de la ville de Rabat, à partir des années 80-90, vous me le préciserez. Alors ma première question, Monsieur Sentissi, est-ce que cette appellation est toujours valable aujourd'hui? Non, elle n'est pas d'actualité, ou on ne veut plus qu'elle soit d'actualité. D'abord, j'aimerais rappeler, comme vous l'avez si bien dit, que la ville de Salé est une des villes les plus anciennes du Maroc. C'est une ville qui a plus de 12 siècles. C'est une ville avec un grand patrimoine. Son histoire l'a écrit de grands hommes qui ont participé humblement à la fois à tout ce qui est culturel, politique, religieux. D'ailleurs, la ville regorge de plusieurs sadats, de plusieurs zaouïas qui ont aussi joué un rôle dans l'encadrement de la population. Salé est une ville qui a une situation stratégique sur l'Atlantique et par conséquent, elle a joué un rôle prépondérant dans le royaume. Salé, c'est aussi un énorme potentiel sur la rivière du Bourgreg, grâce à la forêt de Mamoura. Elle a beaucoup de potentiel. Ceci dit, effectivement, depuis, peut-être sur les 40 ou 50 dernières années, effectivement, Salé a vécu à l'ombre de Rabat, malheureusement, et la ville a connu plusieurs dérapages. Il faut le dire franchement, au niveau de l'urbanisme, par exemple, la ville s'est développée, mais s'est développée dans l'anarchie. La migration rurale, à cause de la sécheresse, la ville a reçu beaucoup de gens qui se sont installés. En fait, c'est devenu une ville d'installation, ce n'était plus une ville de passage. Et du coup, très vite, les besoins et les demandes des citoyens ont été énormes par rapport aux moyens de la ville. Et oui, c'est vrai, on le dit toujours peut-être par anecdote, l'aéroport de Rabat-Salé, l'université de Rabat qui se trouve à Salé, et ainsi de suite. Même si aujourd'hui, la vérité, c'est que nous partons sur de nouvelles bases. Aujourd'hui, il y a le grand pôle urbain de Rabat-Salé-Témara. Et donc, la réflexion ou l'action est devenue plus une action concertée du co-développement plutôt que de se débarrasser de quelques dossiers pour les riverains, pour la banlieue. Très bien, très bien. Et pour aller dans ce sens, j'abonde sur ce que vous avez dit, Monsieur Sentissi,
Pour juste situer Salé par rapport aux autres villes du royaume, pouvez-vous partager avec nous quelques informations sur la monographie de la ville, la population, la superficie, etc., le nombre d'arrondissements, le secteur économique, quelles sont les activités économiques, est-ce qu'elles répondent aux besoins d'employabilité dans la ville, est-ce que tout ce qui se fait actuellement répond à vos aspirations de développement? Oui, alors, juste quelques chiffres. Pas trop, mais juste quelques chiffres pour indiquer un petit peu la situation. La surface ou la superficie de la commune de Salé est d'environ 95 km². Nous avons une densité qui est énorme, 10 000 habitants au mètre carré. La commune de Salé, non pas la préfecture, aujourd'hui c'est environ 1 million d'habitants, ce qui en fait l'une des plus grandes villes du royaume, avec tout ce que cela attire comme bon côté, mais aussi comme mauvais côté en termes de besoins. C'est 20% de la région. C'est aussi 30% des citadins de la préfecture. C'est plus d'un tiers de la population sont des jeunes, 25-35 ans. Il est aussi important. Et d'ailleurs, on parlera certainement du plan d'action de la ville. Nous avons tenu compte de ces indicateurs pour pouvoir répondre à la vraie attente, avec une vraie analyse. Maintenant, vous me parlez du potentiel, si ma mémoire est bonne. C'est ça, les activités économiques, pour répondre aux besoins. Alors, oui, la ville de Salé a été connue d'abord pendant plusieurs décennies juste par le commerce et services. Elle vivotait. Et c'est ça qui en a fait vraiment une ville dortoir. Jusqu'au début des années 80, moi, des années 90, personnellement, j'étais président de la Chambre de commerce en 97, donc ça fait longtemps, mais je me rappelle très bien de la période de gloire de la confection à Salé. Malheureusement, cette période a été effacée parce qu'en réalité, on ne vendait que des minutes et que par conséquent, les grosses commandes sont parties vers l'Asie pour une histoire de coût. Et donc une perte, je me rappelle, à l'époque, rien que sur la zone industrielle de Hayya al-Rahma, c'était quelque chose comme 18 000 personnes qui étaient vraiment au chômage. C'était énorme à l'époque. Il y avait aussi de l'activité sur l'agroalimentaire et sur d'autres. La ville de Salé, aujourd'hui, a beaucoup de potentiel au niveau économique. J'aimerais juste rappeler que la situation de la ville sur l'axe stratégique qui rejoint plusieurs régions. La ville est ouverte sur l'autoroute, la ville est sur la mer, sur l'Atlantique. La ville est dotée de l'aéroport de Rabat Salé, encore une fois. Exact. La ville a aussi un pôle académique qui se trouve aujourd'hui à Technopolis. La Technopole travaille sur une triptyque, je dirais, entre l'entreprise, l'enseignement et la recherche. La Technopolis est aujourd'hui un grand site qui abrite 2 universités, qui abrite aussi une zone d'export offshore, qui abrite beaucoup de bureaux concernant les centres d'appel et les nouvelles technologies. Donc la Technopolis aussi est un levier. En dehors de Salé, qui se retrouvait limité, on parlera peut-être du positionnement de la ville. La ville avait besoin de chercher sa véritable vocation, avait besoin de chercher ses points de développement. C'est ce qu'on a essayé à chaque fois de trouver. Et c'est grâce à ça, c'est grâce à cette réflexion qu'on a pu dégager sur notre plan d'action, justement, qu'on a pu identifier certains projets qui peuvent le faire. Très bien. Avant d'aller plus loin et pour parler justement de ce plan de développement, est-ce que vous estimez, M. Ndiaye, que vous êtes en mesure aujourd'hui de faire la promotion du territoire de la commune pour justement attirer des investissements, ou est-ce qu'il va falloir attendre un petit peu? Est-ce que vous êtes déjà dans cette dynamique? Parce qu'aujourd'hui, dans la logique de la régionalisation avancée, les territoires se doivent justement de faire leur promotion pour attirer le maximum possible d'investissements. Avant de promouvoir le territoire, il faut un petit peu connaître et reconnaître ses contraintes. C'est ce qu'on a fait lorsqu'on a diagnostiqué notre plan d'action.
deux contraintes majeures ont toujours sanctionné Salé. Le premier étant justement le fait de vivre à l'ombre de Rabat. Évidemment, de par le monde, la capitale ou les capitales disposent toujours. De l'autre côté, il y a la migration rurale qui a explosé et qui a fait exploser les deux mondes. Prenons en compte ces deux contraintes. Au niveau de notre plan d'action, nous avons ciblé les grands projets de développement qui peuvent justement inverser un petit peu cette tendance et aussi accompagner toute l'action qui a été menée à la fois par le gouvernement mais à la fois par la volonté royale. N'oublions pas qu'il y a certains projets royaux dont on parlera tout à l'heure. À partir de là, nous avons identifié 18 grands projets d'aménagement urbain avec d'autres projets sociétaux, culturels, parce qu'il faut aussi faire reluire la ville, il faut la faire connaître. Et la culture est le secteur le plus indiqué pour ça. Si Rabat est la ville des Lumières, Salé pourrait être la ville du rayonnement futur, Inch'Allah. Inch'Allah, je l'ai dit tout à l'heure, oui. Aujourd'hui il y a le pôle urbain. Il faut travailler en complémentarité, en synergie. Il ne faut pas rentrer en concurrence. Il faut travailler aussi sur le potentiel de la ville. La ville de Salé aujourd'hui, avec sa marina, avec le projet royal de l'aménagement du Bourg-Grec, avec le projet aussi, avec la convention de la Médina, de la réhabilitation de la Médina, donne un potentiel énorme. Vous savez, si vous voulez lancer, par exemple, le tourisme, il faut préparer l'infrastructure de base. Tout à fait. Et donc c'est ça ce qui est important. Mais nous sommes dans la bonne dynamique. Très bien. Vous me donnez une belle paire, justement. Pour parler de ce projet de réhabilitation de la vieille ville, de Salé, pouvez-vous nous en dire un mot? Quel est le budget? En quoi consiste cette réhabilitation? Quelles sont les parties prenantes? Est-ce qu'on est dans les délais? Et quelles sont éventuellement les contraintes techniques éventuellement que vous rencontrez dans cette réhabilitation? Bien, alors, d'abord... On parlera, on parlera des autres quartiers de Salé par la suite, mais dans un premier temps, la vieille ville. Alors, la Médina de Salé, c'est un bijou, c'est un joyau, mais qui était à l'abandon. C'est devenu une poche de pauvreté, c'est devenu des fonds d'or, c'est devenu des maisons menaçant ruine. Et par conséquent, on n'en tirait plus rien. On en tirait plus de problématiques sociétales que de potentiel à mettre en valeur pour en tirer profit. Par une volonté royale, et heureusement d'ailleurs, et nous avons l'honneur et le privilège aussi d'avoir Sa Majesté le Roi chez nous, que Dieu le glorifie. Il y a eu une première convention de réhabilitation de la Médina, 2014-2016. Et puis, par une volonté royale, encore une fois, en 2018, il y a eu la signature d'une convention qui concernait la réhabilitation de la Médina de Salé. Il ne faut pas oublier que c'est à l'instar aussi des 32 autres villes marocaines qui ont des anciennes villes, si je peux dire comme ça. Et donc, à partir de là, à partir de cette convention, qui est dans le budget d'environ 900 millions de dirhams, la commune participe à hauteur de 84 millions de dirhams, mais la commune aussi finance les acquisitions foncières. Il y a beaucoup de partenaires, ce qui a permis le montage financier. Je peux en citer quelques-uns, le ministère de l'Intérieur, le Fonds Hassan pour le développement économique, le ministère de la Culture, les Habous, le tourisme, le conseil régional, le conseil préfectoral de Salé, une panoplie de partenaires, ce qui a permis de mobiliser ces fonds. Les objectifs sont simples pour la vieille Médina. 1, la réhabilitation et la préservation du patrimoine historique. 2, l'aménagement des ruelles, des boulevards, le ravalement des façades, la transformation des qissariya pour les redynamiser, c'est-à-dire le renforcement de la dynamique économique. Il faut porter cette Médina avec un renforcement de l'attractivité économique, si l'on puisse dire. L'accès aux projets sociaux, aux services sociaux, pardon. Et donc, grâce à ça, il y a plusieurs projets, il y a 24 projets en tout. Ces projets englobent le circuit touristique, ils englobent un parking souterrain parce qu'il n'y en avait pas, ils englobent la restauration des murailles, plus de 3 km de murailles ont été restaurées, 3 bourges, oui. Ce qui est fort intéressant, la mise en lumière
Et c'est ce qui l'ouverture permet... de quelques musées également, j'ai cru comprendre. Oui, exact. Et c'est ce qui va permettre, il y a un musée, mais on a même un musée immersif sur un second projet qui va suivre en place et lieu de l'actuelle commune, avec une grande place. Moi, je rêve de cette place, sincèrement. C'est Babou Haja. Dans la convention, Saht Chouhada devait être réaménagé juste dans son petit espace. Pour ceux qui connaissent Salé, l'accès à la Médina via le jardin de Firdaus, c'est un petit accès. Et donc, on a, avec le soutien, la vérité de M. le Wali de Rabat et de M. le gouverneur de Salé, on a lancé un concours architectural. Et on a pensé agrandir cet espace qui va englober l'actuelle commune avec un foncier derrière et qui va permettre en réalité de réaliser un grand parking souterrain, environ 500 places, ce qui va permettre une fluidité vers la Médina toute l'année, mais aussi en été, d'absorber le stationnement nécessaire à la plage. Il y aura un musée immersif, il y aura une Rambla à la barcelonaise. C'est-à-dire qu'on va s'ouvrir sur la mer. Aujourd'hui, si vous êtes à Chouhada, vous ne voyez pas la mer. Et c'est dommage, c'est aussi un potentiel. Alors, il faut aussi comprendre qu'il y a toute une dynamique autour de la Médina. Nous avons l'hôtel qui vient d'ouvrir, un grand hôtel 5 étoiles qui vient d'ouvrir. Mais cette structure a besoin d'avoir des espaces pour leur clientèle. D'animation, notamment. D'ailleurs, la grande place peut servir aussi à l'animation. C'est pour ça qu'on parle d'une duplication de Jem El Fna. Nous avons le quartier Rmel qui est en face de la marina. Vous avez une marina et des immeubles tout à fait modernes, et vous avez le quartier Rmel où il y a des villas aujourd'hui qui sont presque menacées en ruine. Et donc, on est en train de repenser, avec le concours de l'agence urbaine de Rabat, on est en train de réfléchir l'urbanisation de façon à ce que cet espace soit attractif financièrement. C'est-à-dire qu'on veut le valoriser par le biais des autorisations pour que justement les propriétaires, les héritiers pensent justement revendre et pourquoi pas peut-être en faire une zone de service. Et on aura une zone touristique, la marina, une zone de service, la Médina. Un projet intégré. Et donc ce sera vraiment un projet intégré et c'est grâce à ça qu'on peut éventuellement soutenir le tourisme comme secteur générateur. On n'oublie pas que nous travaillons en générateur d'emploi, je voulais dire, parce qu'en réalité, tous ces services sont destinés aux citoyens, mais toutes les actions que nous menons, c'est pour créer de la richesse. C'est pour créer de la valeur ajoutée pour la ville. Il faut que Salé soit un stop pour les touristes qui viennent Bien sûr. dans le circuit marocain. Non pas de passagers, mais voudraient avoir des touristes aussi. Nous travaillons justement à développer le nombre de lits en termes d'hôtels. Et c'est ce qui va permettre justement d'attirer les touristes pour venir à Salé, non pas comme ville de passage, mais comme ville, je dirais, de séjour touristique. Le nombre de riads qu'il y a dans la Médina Salé n'est pas suffisant. Alors, il faut le renforcer. La mise à niveau de la Médina, justement, va permettre, à l'instar de Rabat, à l'instar de Marrakech, aujourd'hui, nous commençons à avoir justement certaines demandes de projets de riad. Davantage. Il y en avait, je pense, 2 ou 3 avant. Mais ils avaient beaucoup de difficultés parce que l'environnement n'était pas favorable. La mise à niveau justement aujourd'hui de la Médina, la reconversion de certaines écoles en centre d'auberge, la reconversion de certains fondoks en projets sociaux, en métiers d'artisanat, c'est-à-dire faire ressortir toute cette richesse artistique et culturelle et artisanale pour permettre justement aux touristes de découvrir et d'être convaincu justement. Alors, en phase évidemment, on travaille sur la mobilité urbaine, on travaille sur l'éclairage public, on travaille sur les espaces verts, on travaille sur la sécurité, on en reviendra. Tout à fait. Donc après avoir parlé de la réhabilitation de la vieille ville de Salé, parlons à présent des autres quartiers de Salé, parce que la population qui est entre les murailles de Salé, c'est moins de 100 000 habitants, n'est-ce pas? Pardon? Les habitants dans la vieille ville de Salé, ils sont autour de 100 000, un peu moins de 100 000, n'est-ce pas? Un peu moins, oui. Donc tout le reste, tous les autres habitants de Salé sont en dehors de la vieille ville. Alors, quels sont les projets de réhabilitation justement dans les autres arrondissements de Salé? Pouvez-vous nous en parler par rapport à la voirie? Je sais que Salé est en chantier. Pouvez-vous nous en parler, s'il vous plaît? Alors, moi, je suis arrivé en tant qu'élu à Salé, en tant qu'élu, je veux dire, en 97. Ça fait quand même 27 ans, ça fait longtemps. Ouais. Et
À l'époque, l'une des premières choses qui m'ont frappé en tant que conseiller, c'était justement, je découvrais le nombre de quartiers informels, le nombre de quartiers sous-équipés. Je découvrais la réalité de l'arrière-pays, de l'arrière-ville, si je peux dire, à Qarit Oulad Moussa, à Al-Aïda, à Haïn Béat, à Tabrek, à Sidi Moussa. Et donc, la ville de Salé a dû payer pendant plus d'un quart de siècle. À ce jour, elle continue de payer pour cette mise à niveau. C'est de l'argent qui aurait pu servir à autre chose si on était parti justement sur une ville organisée depuis le début. Néanmoins, tout un effort a été fourni. La ville s'est beaucoup restructurée. Mais évidemment, ça a pris beaucoup de temps parce qu'on travaille toujours avec les priorités que le citoyen veut. On ne peut pas travailler juste sur la voirie et l'éclairage public et ne pas créer d'équipements de proximité. Parce que ça va de pair. Je vous assure qu'on avait pas mal d'établissements scolaires où il n'y avait pas de sanitaire, par exemple. Je ne parle pas de terrain de sport, je parle de blocs sanitaires, d'hygiène. Ouais. Sous la pression démographique, évidemment, le ministère devait réagir et répondre aux besoins. Donc le besoin, c'était de créer des classes. Moi, je me rappelle en 2003, en tant qu'arrivé président de l'arrondissement de Haïda, j'avais 2 établissements qui n'avaient même pas de mur de clôture. Et donc, la ville a contribué pour beaucoup, pendant longtemps, à la fois sur plusieurs secteurs, financièrement, pour apporter à chaque fois une restructuration. Même aujourd'hui, chaque arrondissement, chaque année, programme environ, rien qu'en voirie, 4 millions de dirhams. Sur les 5, ça fait 20 millions, plus 10 à 20 millions de l'entretien de chaussée que nous prévoyons à la ville, ça fait 40 millions, rien que sur la voirie. En plus de l'éclairage public que nous devons au fur et à mesure changer, parce qu'on passe du HPS, le LED, parce qu'il s'agit aujourd'hui aussi de faire de l'économie d'énergie, et ainsi de suite. Donc, oui, ça nous prend un effort, mais aujourd'hui, l'effort est payant. Aujourd'hui, la ville s'est beaucoup transformée. Les quartiers sous-équipés dont on parlait avant ne sont plus des zones d'informel. Par contre, c'est devenu des espaces de vie comme les autres arrondissements tels que le Marissa, tels que Tana, qui était vraiment le vrai suicide de Salé, si on peut le dire à l'époque. L'Aïda aussi, l'Aïda, Hsaïn. Alors quand on va à Hsaïn, par exemple, on a Qarit Oulad Moussa, on a Salé Jadida. Vous imaginez Salé Jadida, nouvelle ville, avec Technopolis à côté. Technopolis est en train de tirer vers le haut le tout Salé Jadida. D'ailleurs, au niveau urbanistique, tout ce qui se réalise aujourd'hui, c'est de moyen standing plus. Et on a l'ancienne zone qui est entre l'Oulja, entre Haïboul Ismaïn et Salé Jadida, qui est le Qarit Oulad Moussa, où même aujourd'hui, on a encore des rues qui ne sont même pas bétonnées. Et donc, nous faisons tout pour aller vite. D'ailleurs, d'abord pour enlever tout ce qui est infrastructure. Dans les 3-4 années, on va y arriver. Nous sommes pratiquement à la fin. Et là, on ne parle plus de maisons de jeunes, mais on parle d'équipements de proximité pluridisciplinaires. C'est-à-dire des espaces de vie où il y a de la musique, où il y a du théâtre, où il y a des rencontres, où il y a de vrais débats, où on peut justement éduquer les jeunes et les occuper. N'oublions pas que le vide a créé pendant longtemps de l'extrémisme. Ce n'est pas venu par hasard. Les poches de pauvreté où les gens n'ont pas d'occupation, où les jeunes, n'ont pas d'occupation, vous n'avez que 2 choses. Soit ils deviennent des délinquants et ils vont vers la drogue et le reste, soit ils deviennent des extrémistes. Sous influence parce qu'il n'y avait pas d'encadrement, il n'y avait pas d'espace. Et donc les équipements de proximité jouent un grand rôle dans l'encadrement des jeunes. Parce qu'on n'est pas là juste pour combattre l'extrémisme, mais on est là aussi pour rendre, je dirais, les jeunes, je voudrais leur faire sortir leur vivacité, dans le bon sens. Qu'ils retrouvent leur citoyenneté. Leur citoyenneté, leur dignité. Exact. Nous n'avons pas de citoyens de première zone et de deuxième zone. L'un de nos soucis majeurs est justement la réduction de l'injustice spatiale. Il faut absolument qu'on tire vers le haut toute la ville. Il faut absolument qu'il y ait un rééquilibrage au niveau des services offerts aux citoyens. Le citoyen de l'Aïda mérite
le même service que les citoyens de Btana ou de Marissa ou tout autre. Tout à fait. Donc voilà. Il n'y a pas de raison, tout à fait. Monsieur Zindi, à l'instar des autres grandes villes du royaume, la charte communale vous donne le droit d'établir des sociétés de développement local. Et je pense que c'est en gestation au niveau de Salé. Alors, quel sera justement le rôle de cette société de développement local et quelle est l'échéance? Quand est-ce qu'elle verra le jour, à votre avis? Vous l'avez si bien dit, d'abord c'est une disposition légale au niveau de la charte communale. Je voudrais juste d'abord souligner quelque chose parce que souvent, lorsqu'on parle de société de développement local, on a l'impression de déposséder les élus de certaines prérogatives pour les donner au privé. Ce n'est pas vrai. La société de développement local n'est qu'un véhicule. Depuis notre arrivée sur notre plan d'action, nous avons aussi, notre conseil a adopté la création de certaines, 5 ou 6 sociétés de développement local qui vont venir, pas d'un tenant, mais au fur et à mesure. Nous avons déjà adopté la première qui s'appelle Massader. Nous avons adopté le statut. Cette société de développement local va servir principalement à développer les ressources financières de la ville. Vous savez, au niveau national, l'une des grosses problématiques des communes, ce n'est pas le manque d'argent, c'est la problématique de l'assiette. C'est-à-dire que les dispositions légales que nous avons ne permettent pas de recenser forcément la totalité des gens imposables. Et il est clair que pour une justice, je dirais, au niveau fiscal, local, il faut que tout le monde participe à l'effort. Qu'est-ce qui se passe à Salé aujourd'hui? J'ai vu les chiffres à mon arrivée. Je vais les mettre à jour et vous dire qu'aujourd'hui, la société qui fait de la collecte des déchets nous coûte environ 130 millions de dirhams, à laquelle il faut rajouter 60 millions de dirhams pour la décharge, sans compter l'éclairage public pour 50 millions de dirhams, et tous les autres services, la mise à niveau, l'entretien voirie, etc. Ça veut dire que nous offrons aux citoyens slaouis quelque chose comme 300 millions de dirhams par an. La commune n'est pas une entreprise qui gagne de l'argent. La commune est censée encaisser des taxes pour servir le citoyen. On en récolte 120 millions. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la commune subventionne le citoyen pour 180 millions de dirhams. Alors, pardon? Je vous interromps, excusez-moi. C'est-à-dire que vous Je vais revenir à la SDL. Pourquoi? J'essaie juste d'expliquer le pourquoi de la SDL. J'allais vous dire, au fait, monsieur Zindi, excusez-moi, ce que vous êtes en train de dire, c'est que comme toutes les autres grandes villes du royaume, vous souffrez beaucoup également d'informel, que vous avez envie de faire entrer dans le formel? Non, mais le problème n'est pas que l'informel au niveau des taxes. Je parlais juste de la taxe sur les services communaux. Moi, je me suis amusé à aller chercher le nombre de compteurs électriques dans la ville. J'ai posé la question. On m'a dit qu'il y en avait environ 320 000. J'ai interpellé la directrice provinciale des impôts. Parce que justement, c'est ce qu'on appelle c'est les taxes qu'on ne prélève pas directement, mais indirectement. Il m'a dit qu'il y avait, qu'au nombre de contribuables, 168 000. Où sont passés le reste? Donc, je me suis amusé à analyser. On a cherché. On a un gros problème. Je me suis rendu compte qu'en réalité, toutes les constructions qui ne disposaient pas de permis d'habiter ne payaient pas de taxes sur les services communaux. Alors qu'ils bénéficient de tous les services. Quand je parle de l'assiette, aujourd'hui, il est clair, d'ailleurs sur cette SDL, nous allons digitaliser l'assiette. C'est ça la clé de voûte. L'expérience est là, on n'a pas besoin de diagnostiquer. Casablanca, Berkane, toutes les villes qui ont digitalisé ont vu leurs recettes exploser. Quand je dis digitaliser, c'est aujourd'hui aller justement reprendre d'une manière sur un support informatique toutes les terrasses, tout l'espace public occupé et que c'est le logiciel qui calcule. On n'a plus justement le salarié, le fonctionnaire qui va facturer la moitié. On n'a plus les mauvaises pratiques. On recense tous les terrains non bâtis parce qu'ils ne peuvent plus échapper. Aujourd'hui, rien que sur la commune d'Hassaïn, parce que ça fait 1 an et quelques mois qu'on est là, j'ai commencé par la commune d'Hassaïn, on a recensé les terrains qui ne sont pas imposés sur la taxe urbaine, la TTNB, la taxe sur les terrains non bâtis urbains.
Je pense que j'ai demandé au conservateur de me donner les renseignements sur environ 250 titres. Donc c'est beaucoup d'argent qui disparaît. Alors, la SDL, donc je disais, cette société, d'abord, le statut ont été adoptés. Par contre, il y a toute une démarche à faire à partir de là. Nous allons lancer une étude, elle est obligatoire. Nous allons lancer une étude de diagnostic. Ensuite, il va falloir identifier les besoins. Il va falloir aussi identifier les moyens à mettre en œuvre pour chercher justement, pour pouvoir atteindre les résultats escomptés. Ensuite, on définit un cahier de charges qui est adopté par le Conseil et visé par le ministère. Donc, ce n'est pas un processus simple à mettre, mais là, il est énorme. Mais la Société de développement local, en fait, elle nous permet la performance. Aujourd'hui, je ne peux pas primer mon fonctionnaire. Vous savez, moi, j'ai mis beaucoup de pression sur mes régisseurs. À un moment donné, ils m'ont dit, Monsieur le Président, mais vous savez, là, vous ne trouverez plus personne pour travailler à la régie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune attractivité. On est tous humains. Je n'ai aucun moyen de les primer pour l'effort qu'ils fournissent. Parce qu'ils sont logés à la même enseigne que tous les autres fonctionnaires, alors qu'on les sollicite pour faire un travail énorme. Aujourd'hui, par exemple, au niveau de la SDL, vous ramenez un directeur, vous le payez, il est sous contrat, il a des objectifs à atteindre. Donc il faut qu'il les atteigne. Quand je parle de digitalisation, nous allons travailler en interne. Pourquoi nous allons travailler en interne? C'est pour avoir notre propre ingénieur pour pouvoir développer et ne pas avoir aussi à payer des licences. C'est aussi, plus tard, sur une deuxième phase, profiter de ces structures en interne pour développer aussi d'autres solutions informatiques pour la gestion du quotidien. Même s'il y a aujourd'hui beaucoup de solutions informatiques avec lesquelles on travaille. Très bien, M. Ndedi. Alors, pour préparer le plan de développement, vous en avez un peu parlé, plan de développement de la commune de Salé, qui est de 14 milliards de dirhams pour la période 2023-2026, n'est-ce pas? 2022-2028. 2022-2028. J'ai lu que cette validation a connu la participation de 11 000 personnes. Ça paraît énorme. Oui, j'ai été interpellé. Oui. Comment est-ce qu'on arrive à avoir des consensus lorsqu'on consulte 11 000 personnes 11 000 personnes qui sont des ONG locales, qui sont des experts, etc., etc. Comment vous êtes arrivé à sortir avec un plan de développement? Il faut comprendre le process. Oui, justement, c'est pour ça que je vous pose la question. Alors c'est simple. D'abord, le plan d'action communal aussi est une obligation pour tout nouveau conseil qui s'installe. La vérité, nous avions deux choix. Nous avions, au niveau du bureau, je veux dire du conseil, il y a la méthode rapide, facile, c'est d'externaliser le service et de faire appel à un bureau d'études. Je ne prétends pas qu'il manque de compétences, sauf que souvent, j'ai vu des documents qu'ils ont produits, souvent c'est juste un listing de projets. Il y a la deuxième méthode qui est la plus compliquée, mais c'est celle qu'on a décidé de faire. C'est celle de s'appuyer d'abord sur les permanents, sur la compétence des permanents, sur le savoir-faire en termes de gestion des élus. Moi-même, je viens du privé, donc nous avons une valeur ajoutée. Nous avons dans le conseil pas mal de compétences, de s'appuyer sur la société civile de la ville, de s'appuyer sur quelques professeurs universitaires, puisque nous avons des structures académiques assez intéressantes et importantes. Nous avons opté pour ce choix. Une fois ce choix fait, il fallait mettre en place une méthodologie justement pour ne pas se perdre. Parce que quand vous voulez aller vers le grand public, il faut trouver une méthode scientifique pour pouvoir faire converger toutes choses. Alors, 4 fondements ont été identifiés. Continuité, concertation, convergence, approche du genre. Avec ces 4 fondements, nous sommes partis pour identifier. D'abord, nous sommes partis pour faire le diagnostic et on l'a structuré avec l'ensemble de ses partenaires. Il ne faut pas oublier que aussi
qu'on ne travaille pas juste avec la société civile. Il ne faut pas oublier les services déconcentrés de l'État, parce qu'il y a la région qui intervient sur le territoire, il y a tous les départements gouvernementaux qui interviennent sur le territoire. Et donc, pour ce faire, on a organisé beaucoup de forums. Les forums de l'économie, du social, forums sur la politique de la ville. Donc les gens venaient et exprimaient... Alors, oui, on a organisé ces forums, et dans chaque forum, en fait, il y avait plusieurs axes, même des sous-réunions. J'ai fait une méthode simple. On a décidé, en fait, de ne pas laisser les élus présider ces réunions. On a fait, par exemple, à l'instance de l'équité, de l'égalité des chances et l'approche du genre que j'ai installée. Et dans cette instance, on a pas mal de grands noms de la ville. Et je les ai sollicités pour présider certains forums, certains axes. D'accord. Et donc, on a impliqué, si vous voulez, on a l'association Bourgrag, on a les grandes associations, on a Salah al-Mustaqbal, on a impliqué tous les grands noms de la ville, on les a impliqués dans l'organisation de ces forums. Et puis, évidemment, pour arbitrer, j'ai mis une cellule avec des académiciens, parce que c'est un travail académique. Oui. D'ailleurs, à la fin, on est sorti avec un bouquin qui est le plan d'action de la ville, mais avec 10 annexes. Ensuite, on a organisé des réunions de proximité. 5 arrondissements, 2 réunions par arrondissement, ça fait 10 réunions. Les uns pour la politique de proximité, l'autre pour l'investissement, pour prioriser justement, parce que ce qu'on voulait, c'est faire remonter les besoins du citoyen à partir de son arrondissement, prioriser aussi selon le souhait, puisque les gens nous votent, ils nous votent aussi pour qu'on les écoute, prioriser ces projets. Et donc, grâce à ces forums qu'on a déclinés et toutes ces réunions, je vous assure qu'il y en a beaucoup, j'essaie de synthétiser, mais en fait, à chaque fois, on a eu des rapporteurs et des documents, mais il y a eu du travail, sincèrement. C'est un travail de combien de mois, C'est un travail qui a pris environ 10 mois. Mais c'est un travail de fou, mais pour lequel je suis très fier, sincèrement. Oui, je suis très fier. Et donc, sur les forums, on a eu des forums, rien qu'à l'ouverture, je me rappelle, à l'ouverture, à l'annonce, on avait organisé ça à l'Oulja, il y avait 800 ou 900 personnes à l'ouverture. Un bon exemple de démocratie participative. Plus du tiers, c'est de la présence féminine, de la femme. On a même toutes les statistiques à ce propos. Très bien, parfait. Et bien ça, c'est ce que je disais, que c'était un bon exemple de démarche. La démarche suivante, c'était l'identification des priorités, justement. L'investissement, nouvelle vision de l'investissement, un dynamisme économique inclusif, l'infrastructure, la réhabilitation de la Médina, la valorisation, une administration ouverte, des services de qualité, services modernes. Je ne sais pas ce que j'ai oublié encore, mais en tous les cas, grâce à priorités, ces priorités ont été transformées en programmes et en projets. 763 projets en tout et pour tout. D'accord. Qui vont de la voirie à la maison de jeunes, au théâtre, à la piscine semi-olympique. J'ai 5 arrondissements, je dois les traiter comme mes propres enfants. Et donc, mon rôle, justement, de président, c'est de les traiter avec beaucoup d'équité. Et je le disais tout à l'heure, je n'ai pas de citoyens de première et deuxième zone. Si aujourd'hui on a 5 salles couvertes, une par arrondissement, on n'a pas une piscine dans tous les arrondissements. On a certaines qui sont bien dotées en termes de terrain de sport, d'autres qui le sont moins. Donc on a veillé. On voudrait qu'à la fin de ce mandat, qu'il y ait un rééquilibrage spatial. Et donc, voilà. Là, on va faire justement, pour aller dans le sens de ce qu'on venait de dire, je voudrais qu'on fasse un focus sur 3 secteurs importants pour les Slaouis, pour les habitants de Salé. Vous pouvez parler d'autres secteurs, vous en avez parlé déjà, qui sont le transport urbain, le tourisme et le sport, selon les compétences de la commune dans ces domaines, bien évidemment. Le transport urbain à l'intérieur de Salé, entre Salé et les communes d'à côté. Le tourisme, vous en avez parlé, parce que
ça pourrait être un moyen de créer des emplois, de créer de la richesse localement, et aussi le sport justement pour former éventuellement les champions de demain dans les terrains de proximité. On se souvient que Salé était une ville qui produisait énormément de champions au football, basketball c'est le cas jusqu'à aujourd'hui, volleyball à l'époque, etc. Aujourd'hui c'est le basketball. Aujourd'hui c'est le basketball, ça fait un temps que c'était le football. Zaki est formé à Salé, il y avait Lalo, enfin bref, la gloire de l'équipe de l'ASS, n'est-ce pas, qui malheureusement aujourd'hui est en déclin. Ils sont en déclin, ils se battent pour... Est-ce que justement, quel est le rôle du conseil, de la ville, dans ces trois secteurs, transport urbain, tourisme, sport et peut-être d'autres, si vous avez des choses à nous dire. D'abord, une règle de base. Même dans les secteurs où on n'a pas de prérogatives directes, on est toujours contributeur. Parce qu'en fait, la commune travaille pour le citoyen et on ne peut pas tourner le dos. Tout à l'heure, je parlais de l'enseignement et de l'état des établissements. Je vais commencer d'abord par le transport urbain. Alors, la mobilité urbaine dans une ville d'1 million d'habitants est quelque chose de très important. Il faut que les gens se logent, il faut qu'ils soient transportés vers le lieu de travail. La double difficulté que nous avons, c'est que nous sommes à côté de Rabat et de Témara. Et donc, il y a un mouvement qui est énorme, notamment entre Salé et Rabat, Témara et Rabat. Dans ce cadre, il y a l'établissement de la coopérative, l'ECI, c'est l'établissement de coopération intercommunale que je préside moi-même, qui regroupe 17 communes, ou 15 communes des 3 préfectures, plus Ouadchrat et Bosneka, parce qu'ils sont liés à la REDAL. Dans cette structure, nous gérons la REDAL, nous gérons la décharge publique, nous gérons aussi le transport urbain. C'est-à-dire que les grands sujets, les grands projets qui coûtent beaucoup d'argent et qui ont un intérêt commun, ils sont gérés collectivement. Aujourd'hui, le transport par bus, par exemple, est concédé à la société Alsace-Bus. Parce qu'on ne peut pas travailler tout seul au niveau de Salé et Rabat tout seul. Comment allons gérer? Ce fut le cas jusqu'à il y a une dizaine d'années. Ça avait certains avantages. Quand les uns se mettaient en grève, on pouvait toujours se rabattre sur les autres, mais ça avait aussi beaucoup d'inconvénients. Et donc, aujourd'hui, notre grand souci, c'est plutôt les extensions. Nous avons la ville de Tlemcena, nous avons Skhirat, parce qu'il y a une grande opération de recasement de bidonville de Témara vers Skhirat. On m'a dit qu'il y aurait environ 100 000 habitants qui vont être logés à Skhirat assez rapidement. Nous avons la nouvelle zone industrielle de Boknedl, zone d'accélération industrielle. D'ailleurs, Boknedl est en train de prendre une vocation industrielle, ce qui va compléter certainement l'offre d'emploi à Salé. Puisque Salé, en tant que ville, intramuros dans l'ancienne Médina, en tant que ville, elle ne peut pas supporter, il n'y a pas de foncier, il n'y a plus de foncier pour faire de l'industrie. On fait plutôt du service. On essaie de passer les nouvelles technologies pour avoir de la valeur ajoutée, mais c'est plutôt Boknedl qui va supporter le potentiel industriel. Et donc, les gens doivent venir de Salé à Boknedl. Ils ne vont pas habiter à Boknedl parce qu'il n'y a pas encore de structure. Les usines sont en train de se construire maintenant. D'accord. Alors, il va falloir assurer ce transport. Ce transport, où il sera assuré par le tramway, et nous sollicitons, nous, en tant que ville, que la ligne de Tabrikt, qu'elle soit prolongée jusqu'à de Hikarima, qu'elle soit prolongée jusqu'à Boknedl. Et nous avons aussi l'autre ligne qui aujourd'hui s'arrête à l'hôpital Moulay Abdullah, Al-Qaria, qu'elle soit rallongée jusqu'à Technopolis. Parce que Technopolis, aujourd'hui, il est en train d'exploser en termes de nouveaux projets, notamment l'enseignement supérieur, la recherche. Il y a plusieurs écoles supérieures, etc. Et donc, il y a une très forte demande sur Salé Jadida, mais les gens ne vont pas tous aussi habiter à Salé Jadida. Et donc, la mobilité urbaine est hyper importante. Il y a tout un plan dessus. Nous avons, pour les bus, le CI a fait une étude. Nous sommes à la veille, justement, nous sommes en négociation avec la société qui le gère actuellement pour rajouter 90 bus. Il y en a 400 et quelques. Ça veut dire qu'on va augmenter d'environ 20 ou 25%
le nombre de bus pour répondre aux besoins immédiats, alors que nous sommes censés anticiper le besoin de demain. Et voilà, donc évidemment, la ville de Salé, comme la ville de Rabat et les autres communes, contribuent à l'ECI, qui est l'intercommunal. Chacun contribue selon ses moyens, etc., pour faire le transport, avec un grand soutien du ministère de l'Intérieur. Parce que c'est des factures qui sont très chères. En termes de tourisme, quel est votre rapport? Alors, pour le tourisme, j'en parlais tout à l'heure. Vous savez, le tourisme est un secteur qui peut très bien convenir à Salé, au vu de son potentiel. Le tourisme culturel. Le tourisme culturel, le tourisme balnéaire. Nous avons une très belle place. Oui, nous sommes en train de travailler sur je viens de mettre en place une commission pour aller chercher le pavillon bleu. Nous avons l'hôtel Fairmont 5 étoiles qui vient d'ouvrir à côté de la plage, en face de l'Oudaya. Nous travaillons sur l'ouverture nous soutenons un ou deux projets d'investissement d'hôtellerie qui sont en cours d'autorisation. Vous ne pouvez pas faire de tourisme uniquement avec la Médina, même si elle est réhabilitée. Il faut qu'il y ait des lits, comme disent les opérateurs touristiques. Il faut qu'il y ait un circuit, des points d'intérêt. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Dès qu'on a, à l'Oulja par exemple, au centre de Oulja de conférence, dès qu'on a une grande manifestation, on a des difficultés à loger les gens. Bon, que Rabat en profite, je veux bien, mais il faut que je défende ma ville. Moi, je voudrais que ma ville soit compétitive. Je voudrais que ma ville ait ces chambres et ces structures hôtelières. Alors, qu'est-ce qui va se produire? Si on a des structures suffisamment de lits, le Festival international du film de la femme, on invite beaucoup de gens. On les loge à Rabat. On n'avait que Daoulis, on n'avait qu'une seule unité hôtelière. Vous imaginez faire du tourisme avec un hôtel? Que va faire le touriste? Et donc, le tourisme culturel, spirituel, on n'oublie pas que nous avons beaucoup de choses spirituelles méconnues par le grand public à Salé, les tariqa Sophia. Nous avons beaucoup de zawiya, nous avons beaucoup de sadat. Il y a toute une dynamique, à tel point que nous voulons réaliser le centre africain tariqa Sophia à Salé. C'est l'un de nos projets. Parce qu'on doit aussi s'ouvrir sur l'Afrique. Souvent, on parle juste de tourisme, du tourisme balnéaire ou du tourisme culturel européen, mais il y a le tourisme spirituel. Il peut parfaitement convenir à la Médina de Salé. Et donc, nous, en tant que commune, nous essayons évidemment d'apporter notre soutien à certains projets qu'on finance directement. Lorsqu'on développe les espaces verts, lorsqu'on refait l'éclairage public, lorsqu'on sécurise, lorsqu'on met en lumière les murailles, justement, toutes ces actions permettent justement de renforcer le secteur du tourisme qui est prometteur à Salé. La vocation de Salé, c'est de faire du service et notamment sur tout ce qui est touristique. Voilà, donc concernant le tourisme. Alors le troisième point, c'était le sport. Bien. La vérité aujourd'hui sur certaines activités sportives, il ne faut pas se leurrer, faire des champions. Il y a une trentaine d'années, il y avait des gens doués. Aujourd'hui, c'est plus de la formation. On est heureux et fiers d'avoir le centre, par exemple, le complexe Mohamed VI à Salé, qui est magnifique pour le football. Une référence mondiale. Une référence mondiale. Mais par contre, la ville peut aider justement à faire émerger des futurs champions. Nous avons créé des terrains de proximité dans un autre cadre avec l'éducation nationale. Même si ce n'est pas notre prérogative, nous avons signé une charte sur l'école ouverte. En fait, nous avons signé avec la direction provinciale d'éducation nationale une convention par laquelle on essaie de faire converger nos objectifs. L'éducation nationale, les établissements scolaires, sont-ils des lieux justes de transfert de savoir ou sont-ils des espaces où il doit y avoir une vie, où l'enfant, voilà. C'est pour ça que nous l'appelons le programme, on l'appelait l'école ouverte. Nous voulons qu'il y ait de l'activité culturelle dans ces établissements scolaires. Nous allons même financer certains aménagements de terrains de sport. C'est un foncier public. Et ce n'est pas parce que ce n'est pas de notre ressort que nous allons abandonner les établissements scolaires. Nous sommes même en difficulté de la rareté du foncier dans certains arrondissements.
Et donc les établissements scolaires, s'ils sont ouverts au public, peuvent le faire. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Cela s'ajoutera évidemment aux différents centres, comme le centre Saïd Haji par exemple, multidisciplinaire que nous avons. Nous avons un grand centre à Hay Salam. Salé a toujours été une ville de création. Beaucoup de gens parlent d'artistes, ils oublient que les artistes habitent à Salé, non pas à Rabat. Il y a beaucoup de gens, Allah yahboul Ghawi, le défunt Ghawi qui est mort, il y en a beaucoup. Des chanteurs, des acteurs, des gens du théâtre, il y en a toujours eu. Alors, je suis étonné, j'ai visité dernièrement notre centre à Hay Salam, on m'a dit qu'il y avait plus de 400 personnes qui venaient faire de la musique. Sur un petit espace, ils avaient même des difficultés. Pourquoi? Parce qu'il n'y en avait qu'un dans la ville. Là, nous avons développé un second à Al-Marissa. Et c'est grâce à ça, grâce à cette dynamique, je dirais, dialectique en réalité qui doit se faire entre la commune, parce que la commune doit interagir en réalité avec tous les départements gouvernementaux. Bien sûr, on ne va pas faire leur travail, ils ne vont pas faire le nôtre, mais on peut contribuer tous dans le bon sens, faire converger nos objectifs. D'ailleurs, ce que j'ai oublié tout à l'heure, c'est que quand j'avais oublié de développer la convergence, il y a eu énormément de réunions avec tous les départements déconcentrés. Parce qu'on ne travaille pas tout seul. Et donc, toutes les actions que nous avions menées, y compris l'éducation nationale, nous avons discuté, nous avons débattu, nous avons été informés de tout ce qu'ils avaient prévu, programmé, pour les faire converger avec nos actions. Et d'ailleurs, c'était une très bonne chose, parce que ça a permis même à certains départements de revoir leur programmation pour la faire coïncider avec ce que nous avons programmé, pour ne pas travailler chacun de son côté. Et est-ce qu'il y a un projet pour aller dans ce sens par rapport au sport? Est-ce que, je sais qu'il y a beaucoup de terrains de proximité, est-ce que vous allez continuer cette politique de terrain de proximité? Sur le terrain de proximité, oui, mais là, on voudrait aussi réaliser, vous savez, 1 million d'habitants. Les millions d'habitants ne descendent pas tous à la plage, comme toutes les grandes métropoles. Oui. Et donc, nous avons une piscine à Tabrikt. Nous avons un projet, nous voulons réaliser dans un projet au minimum une piscine semi-olympique dans la ville, mais une piscine dans chaque arrondissement. Cela répond aux besoins du citoyen, à son bien-être, mais cela aussi peut servir de centre d'espace de formation. Moi, je suis Mknessi de naissance et je me rappelle dans ma jeunesse que dans la piscine municipale, on a formé tous les grands champions de natation. Oui, tout à fait. Et donc, faire émerger, tout à fait. Du pays. Il faut faire émerger. Et puis, les salles couvertes servent beaucoup au sport collectif. C'est ce qui fait émerger certains joueurs doués qui, par la suite, qui sont recrutés par la suite par certains clubs qui disposent de moyens. Parce que la vérité, il faut être doué, mais il faut être aussi formé. Tout à fait, tout à fait. Vous avez parlé tout à l'heure du festival du film de Salé. Oui. C'est un projet culturel qui s'est installé dans le temps et qui est connu mondialement, oui. Mais ça reste pratiquement le seul. Est-ce qu'il y a justement une vision pour développer ces activités culturelles sous l'égide du Conseil? Je constate que nous ne communiquons pas encore assez, et c'est le reproche que je faisais pour notre site web, entre autres. Nous avons le Festival international du folklore de l'enfant. Qui se tient justement par les ans annuellement. Nous, pour tout ce qui est immatériel, nous soutenons le cortège des Sires, Hafl Shmoua, qui est célébré annuellement, qui est célébré à l'occasion d'Eid al-Mawlid Nabawi. Il remonte d'ailleurs à 1578-1603, Ahmed Mansour Dhabi, si ma mémoire est bonne. Ça veut dire plus de 5 siècles, ce qui est énorme. Nous avons le festival de la plage. Alors mieux que ça, sur notre plan d'action, parce que tout était un peu concentré au centre-ville, nous avons décidé la chose suivante. On va spécialiser chaque arrondissement, selon le profil, ça c'est l'avantage, la myriade de la population slaoui est un peu diversifiée. Parce que Salé intramuros, ce n'est pas Salé d'aujourd'hui. D'aujourd'hui, nous avons tout le Maroc représenté. Quand on va maintenant à l'arrondissement Hussaïn, c'est une zone qui était connue par Tboreda. D'ailleurs, à ce jour, un festival est organisé chaque année. Nous le soutenons financièrement. Lorsqu'on va à l'Amressa, on va organiser comment on appelait ça, pas le forum des soufis, de la musique soufie, je crois.
On va la spécialiser tout ce qui est soufi, vu que le Mrissa a toujours été connu par l'Awliya, le Salihin, le Sadat. Bon. À Tabrikt, on l'a appelé Ramadan Slouan. Nous sommes à la veille de Ramadan. Oui. C'est pour organiser des rencontres culturelles, des débats, quelques activités religieuses, quelques activités aussi artistiques. À Btana, ce sera la musique des jeunes, parce qu'il faut être de son temps. Oui. On ne va pas tourner le dos au rap, on ne va pas tourner le dos. Donc, Btana est plutôt, va dans ce sens. À l'Aïda, c'est plutôt la musique populaire. Parce qu'à l'Aïda, justement, nous avons beaucoup de gens, beaucoup de gens de Shawiya, beaucoup de gens d'Al-Asfid. Et donc, c'est la musique populaire. On est parti chercher ce qui correspond à la fois aux habitants, mais aussi pour avoir une diversité. Moi, je dirais simplement que, vous savez, on dit souvent que le miroir, l'élu et le miroir n'est qu'un miroir de la réalité du terrain. Ben, nous sommes partis en tout ce qui est culturel. Nous ne voulons pas imposer de la culture qui ne correspond pas au profil du citoyen. Donc, à la fois, nous voulons avoir de la diversité, mais nous voulons avoir des choses de la culture qui correspondent ou des festivals qui correspondent au mieux aux citoyens. Si vous permettez, de l'ancestralité et de la modernité à la fois. Voilà, le tout à la fois. C'est ça, exactement. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent, sauf qu'il y a un défaut de communication. Ça fait 14 mois que nous sommes installés, il n'y a pas longtemps que nous sommes installés, mais beaucoup de choses ont été déjà mises en place. Très bien, très bien. Monsieur Zentini, là on a parlé du patrimoine immatériel, on a parlé de la culture, un certain nombre de choses. Là, je voudrais qu'on parle technologie. Et pour parler de Smart Cities, aujourd'hui, il y a plusieurs villes au Maroc qui ne sont pas complètement, on va dire, suivent les technologies nouvelles par rapport aux Smart Cities Facilities, comme on dit, mais ils prennent des secteurs et ils font en sorte à les automatiser pour justement rationaliser les dépenses et pour une meilleure gestion que ce soit l'électricité, que ce soit la gestion des ordures, etc. Est-ce que vous avez des choses dans ce sens qui sont déjà installées ou est-ce que vous avez des projets prévus justement dans ce plan de développement? Les deux à la fois. Les deux à la fois. Nous avons certaines applications qui sont déjà installées. En fait, nous avons déjà une SDL qui existe à Salé, mais qui est en partenariat avec un privé pour gérer l'éclairage public. Nous venons de terminer un travail que j'ai commandé depuis l'année dernière, une solution informatique qu'on a sur le mobile, par exemple, pour suivre les réclamations. On a eu une grosse difficulté. Les gens, quand vous aviez une lumière qui s'éteignait, il fallait que l'information remonte jusqu'à la ville l'a fait remonter jusqu'à la société pour qu'ils interviennent. Aujourd'hui, grâce à une application informatique, le citoyen, justement, peut interagir directement avec la société. Moi, je suis informé sur mon mobile. Comment s'appelle cette application? Salanour, tout simplement. Salanour. Parce que la société s'appelle Salanour. On la trouve sur les deux plateformes? Oui, sur la plateforme, gratuitement. Opérateurs. Nous avons, alors, cette solution informatique, évidemment, de cette solution informatique, nous prenons d'autres services. Nous suivons un petit peu l'entretien ou l'historique de l'entretien. Nous suivons le parcours du matériel, le personnel et ainsi de suite. Alors, à côté de ça, nous avons un projet sur la vidéosurveillance. Mais la réalité, ce n'est plus un projet puisque ça a été même adopté. D'accord. Sur le projet de vidéosurveillance que nous menons dans une convention de pair avec le ministère de l'Intérieur, la Wilaya, la région, parce que des partenaires, on a, d'après le bureau d'études, l'estimation d'environ 140 millions de dirhams. Nous lançons déjà la première tranche à 46 millions de dirhams. C'est pour faire justement... Aussi bien la vieille Médina que le reste. Nous allons commencer par les grandes artères pour aller vers le reste, réguler le trafic d'une manière intelligente, mais aussi faire de la vidéosurveillance, de la vidéoprotection, avec des salles de contrôle, etc. C'est très coûteux, mais c'est très utile. Oui, tout à fait. Rien que sur la circulation, par exemple, le fait d'avoir un système intelligent permet d'avoir une fluidité, moins de pollution et ainsi de suite. Vous savez, tout ce qui est négatif qui s'ensuit. Ensuite, nous avons de la vidéosurveillance de protection qui sera gérée par la DGSN
logique que nous finançons, mais qui sera gérée par la police nationale. C'est pour faire de la vidéosurveillance sur tout ce qui se passe en termes de surveillance sur le territoire pour pouvoir intervenir. Il y va de la sécurité du citoyen. Aujourd'hui, on fait de la prévention, la police fait de la prévention et l'État dépense beaucoup d'argent. Vous savez, il y a une quinzaine d'années, rappelez-vous, on avait, dans une ville, on avait une dizaine de véhicules qui circulaient pour faire de la prévention. Ce n'était pas suffisant. Aujourd'hui, malgré tous les efforts financiers et malgré la mécanisation, ce n'est pas assez. Et donc la vidéosurveillance, comme on le voit dans beaucoup de pays, permet justement de faire de la prévention. Ce n'est pas pour contrôler les gens uniquement, parce que des fois on a de fausses idées. C'est surtout pour faire de la prévention et pour pouvoir réguler. Aujourd'hui, on peut en tirer, j'ai parlé juste de deux choses, mais on peut encore en tirer beaucoup de choses. Il faut juste dire, monsieur Zé, je complète un peu ce que vous avez dit, c'est que les caméras, c'est assujetti à des lois, il y a la CNDP qui est derrière. Bien sûr, et il faut, quand on fait de la vidéosurveillance, on suit des lois. Non, bien sûr. Voilà. Non, si je dis que le projet, parce que le projet a été mené de pair, on l'a mené en quelques mois. Mais la mise en place, l'étude a été faite par un bureau d'études spécialisé et tout a été validé. Cette première tranche, elle a été validée. Et d'ailleurs, sur les 46 millions de dirhams, le ministère de l'Intérieur a apporté son soutien financier. La DGSN a validé toutes les actions et aucun problème. Donc vous renforcerez la gestion intelligente du territoire au fur et Bien à mesure. sûr, cela n'est qu'une étape. Maintenant, à côté, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a pas mal d'autres applications qui sont utilisées par la commune. Le ministère de l'Intérieur, d'ailleurs, a déjà depuis plusieurs années engagé une digitalisation de l'administration territoriale. Plateforme, par exemple, pour gérer les recettes, plateforme pour gérer les dépenses, plateforme pour gérer la plateforme ou le logiciel pour gérer l'état civil, le bureau digital. Il y a pas mal d'applications. Ça ne se reflète pas sur notre site web de la ville. Justement, c'était l'objet de ma dernière question. Ah, d'accord. Non, j'allais venir par rapport au site pour voir, justement, on a parlé de la promotion de la ville et effectivement, l'un des moyens de promotion, c'est un site web mis à jour, etc. Et je me suis amusé à voir les votes pour la satisfaction. Il y a un sondage et il y a 53,23% des votants sont satisfaits. Alors, est-ce qu'il y a des projets de renforcement de ce site web? Est-ce que vous êtes dans les réseaux sociaux? Est-ce que vous êtes dans les réseaux sociaux pour communiquer sur ce que vous faites, aussi bien au niveau culturel, au niveau de vos programmes de développement? Moi, personnellement, je ne suis pas satisfait parce que je trouve que notre site web n'est pas très bien fait. En fait, on voudrait partir plutôt sur une plateforme avec des sous-sites dédiés pour mieux identifier les services, le plan d'action, pour mieux identifier les données sur la ville, les actions, les e-services, l'action que mènent les élus. Il faut interagir avec son environnement. Ça c'est notre projet, parce que pour le transformer. Aujourd'hui, on ne peut plus communiquer directement avec le public. À l'occasion, justement, lorsqu'on était en train de travailler sur le plan d'action, nous avons mis en place une plateforme numérique. Et on a eu énormément de propositions. On était même étonnés par le nombre de propositions que nous avons eues. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on pense, beaucoup de gens ont adopté aujourd'hui la technologie pour interagir avec l'administration. Et donc, la démocratie participative, ça s'appelle. Oui, on peut l'appeler comme ça. Nous sommes timidement, évidemment sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, mais assez timidement, la vérité, sur YouTube et sur Twitter. On est en train de repenser un petit peu la refonte du service. Notre gros problème, d'abord, c'est les ressources humaines. L'administration territoriale a interdit aux communes depuis des années de recruter. Donc nous avons, ça c'est une autre problématique, nous avons un vieillissement, nous avons même des départs. Malgré tout, heureusement qu'il y a des entreprises citoyennes. Moi, comme chef d'entreprise, je suis toujours ambitieux, je suis toujours optimiste. Et faute de moyens, je sais comment aller, non pas quémander, mais solliciter l'entreprise citoyenne pour nous assister, nous accompagner. Et à mon grand étonnement, ils sont présents. Il suffit, le Marocain, il suffit de le solliciter, de remercier. Et on peut imaginer un jour un site web dédié au tourisme, culturel ou autre, visitesalé.ma par exemple, ou .com, pourquoi pas. Nous avons déjà le nom de domaine ville de Salé qui existe, mais je trouve qu'il est sous-exploité.
D'accord. Nous ne sommes pas vraiment bien installés en termes de technologie. Le digital est dans vos projets, quoi. C'est ça Je l'avoue, je le reconnais. Je n'ai pas de complexe là-dessus. On doit travailler dessus. D'ailleurs, toutes les actions que nous menons doivent se trouver normalement, doivent être accessibles facilement. C'est ce qui permettra justement d'ajuster. Ce que nous avons fait, ce que nous avons mis en place n'est pas incohérent. Tout peut évoluer dans le temps. D'ailleurs, juste un constat, j'ai peut-être oublié de le dire. Nos villes sont en train de se transformer rapidement. Et donc, il faut pouvoir interagir et la technologie peut le permettre. Tout à fait. C'est une très belle façon de finir cet échange, ou presque. Il est d'usage, M. Sendi, de finir cette émission par le dernier mot de l'invité. Quel sera le vôtre? Difficile. La vérité, je n'y ai même pas pensé, mais je me suis dit, je vais laisser voir venir ce qui va me paraître utile. Moi, je vais revenir sur la dernière phrase. Nos villes se transforment trop vite. Alors, 1, il faut être optimiste. 2, il faut relever le défi. 3, je voudrais insister sur le fait qu'aujourd'hui, la politique menée sur le pôle urbain, je dis bien le pôle urbain, il faut qu'on arrive à dépasser toutes les difficultés que connaissaient ou tout ce qui opposait leur bâti au Slaoui traditionnellement, etc. On connaît l'histoire. Aujourd'hui, il y a un espace de vie commun. Cet espace de vie, on doit le gérer de façon à le traiter dans les meilleures conditions de dignité possible pour le citoyen, avec beaucoup d'équité et de justice sociale et spatiale. Je pense que c'est plus important. Nous sommes dans des villes, le citoyen marocain est très exigeant. Aujourd'hui, la technologie lui permet de savoir ce qui se passe ailleurs. Et donc, nous nous devons, en tant que responsables, de répondre favorablement à ces sollicitations. Nous devons aussi de veiller à faire aboutir nos projets pour le bien-être justement de notre communauté. J'en suis fier et j'en suis heureux. Et optimiste. Je le dis encore une fois, optimiste. Je voudrais juste que les citoyens aussi s'accaparent l'espace public et s'intéressent à ce que nous faisons. C'est très important. Il ne faut pas laisser le responsable ou l'élu travailler tout seul. Il faut être toujours à l'écoute. Il faut le critiquer. C'est de bon augure, contrairement à ce qu'on pense, parce que la critique lui permet de rester vivant et de ne pas s'endormir sur ses lauriers. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, M. Omar Sintissi, d'avoir échangé avec nous autour du sujet du présent et du futur de cette belle ville de Salé, n'est-ce pas? Nous vous souhaitons une bonne continuation et pour ce plan de développement que vous menez entre 2023 et 2028. On vous souhaite beaucoup de succès. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis et on vous donne rendez-vous à une prochaine émission. Au revoir.